palais de l'Élysée, à 8 jours de l'inauguration de son nouveau septennat, le général de Gaulle a reçu les vœux du nonce apostolique et de 110 ambassadeurs, autant dire du monde entier. La veille, le chef de l'État avait adressé aux Français ses vœux et son message de fin d'année, un message optimiste. Pour la France, la nouvelle année peut et doit être l'année de la sérénité, de la confiance et de l'ardeur. L'année de la sérénité, car il n'y a pour nous actuellement ni angoisse au-dedans, ni combat au-dehors. L'année de la confiance, car ce que nous avons récemment réalisé pour régler nos lourds problèmes nous convainc qu'en définitive, nous en viendrons à bout. L'année de l'ardeur. Voici qu'enfin, en mettant en œuvre un État stable et efficace, en nous servant à fond de nos moyens, en y ajoutant ce qu'apporte la science et la technique, en voulant que notre peuple soit un bon compagnon pour tout autre pays du monde, nous sommes sans doute en train d'accomplir une des plus fécondes et réelles réussites de notre histoire. Ce début d'année devait voir aussi le chef de l'État adresser un ultime adieu à celui qui, après avoir présidé les 2 assemblées constituantes, avait été le premier président de la 4e République, M. Vincent Auriol, qui vient de s'éteindre à l'âge de 81 ans. Au mois de janvier 1947, Léon Blum, son ami de toujours, avait été le premier à féliciter l'élu du Congrès de Versailles. C'est à son bras qu'il devait entrer à l'Élysée. Pour la première fois depuis 1940, le Palais des Présidents retrouvait son animation. Et dans le même temps, M. Vincent Auriol allait redonner à sa charge un certain relief. En dépit d'une constitution qui lui enlevait la réalité du pouvoir, le nouvel élu estimait que la présidence ne devait pas être une magistrature passive. Mais l'instabilité ministérielle devenait chronique. À travers 2 ministères Schuman, 2 ministères Queuille, le président devra résoudre 16 crises au cours de son septennat et il s'élèvera contre cette dégradation de la République. Il saura donner de l'éclat aux réceptions élyséennes, celle du roi du Danemark, celle de la reine Juliana. Comme il tiendra à resserrer les liens de la France à l'étranger, à Londres, où il sera l'hôte du roi George VI, à Washington, où il sera celui du président Truman. Après l'installation à l'Élysée de son successeur, le président René Coty, ce sera la retraite de Muret, une retraite toute relative, puisque président d'honneur de la Fédération mondiale des anciens combattants, M. Vincent Auriol, jusqu'au dernier jour, ne voulut pas rester inactif. À Waterloo, on vient d'inaugurer le dernier né en France des centres de médecine de groupe. Une inauguration très classique, mais qui recouvre une sorte de petite révolution dans la pratique de la médecine générale. En effet, depuis quelque temps, on a vu s'ouvrir des centres médicaux, des maisons médicales, aussi bien dans les cités nouvelles que dans les bourgs les plus reculés. Et là, ce n'est plus un médecin qui reçoit, mais 3 ou 4 à tour de rôle. En se répartissant les consultations de la semaine, les médecins trouvent leur compte. Écoutons plutôt l'un d'eux. Les médecins groupés peuvent avoir les moyens financiers d'avoir un équipement de diagnostic important, en particulier la radiologie. Et du côté vacances, mon mari n'ayant absolument aucun loisir auparavant, il n'osait pas s'absenter, il ne partait à peu près 4 ou 5 jours par an et encore. Et maintenant, nous prenons des vacances et c'est évidemment très appréciable pour tous les deux. C'est en particulier dans la vie du médecin de campagne que la médecine groupée peut apporter les changements les plus remarquables. Sans doute, ce nouveau style n'est-il pas encore très bien assimilé. Du point de vue médecin, est-ce que vous avez un médecin personnel? Oh, ben, celui qui se trouve des services. Attendez voir, il y a 13 ans que je suis marié et depuis 13 ans, c'est toujours le même docteur. Ah non, j'aime mieux le médecin de famille. Êtes-vous pour ou contre la médecine de groupe?
Oh, je suis ni pour ni contre, mais je suis pour le médecin de famille. Et pourtant, grâce à la mise en commun des frais généraux, l'association permet la réalisation des rêves de tous les médecins isolés. Une secrétaire pour tenir à jour le fichier et pour libérer le praticien de médecine générale des tâches annexes de ses consultations. Des locaux fonctionnels qui évitent les pertes de temps inutiles. Des équipements techniques coûteux mais nécessaires aux analyses et aux diagnostics. Et pour les tournées, le radiotéléphone. Allô, maison médicale. Répondez-moi, j'écoute. Docteur. Chez Bouillette, les haies Médréac et Aubry, la Blanche-Neau Saint-Madin. Compris. Alors terminé, mademoiselle Nicole. Un praticien de médecine générale isolé peut-il s'offrir de pareils moyens? Après avoir exercé 20 ans une médecine isolée, je me rends compte que l'avenir, c'est la médecine de groupe. Et le plus important peut-être des avantages de ce système est de permettre aux médecins de prendre sur le temps gagné celui de se tenir constamment au courant des derniers perfectionnements de la médecine. Pour la communauté espagnole de Paris, cette jeune femme est le symbole de la réussite. Elle s'appelle Rosario, elle peint, et elle vient de faire sa première exposition. Une peinture naïve où les loisirs et la détente constituent les thèmes essentiels de composition où flotte un certain mysticisme atavique. Elle est arrivée un jour de son Estramadour natal. Elle voulait faire de la peinture, mais auparavant, il fallait vivre. Alors elle a fait ce qu'ont fait beaucoup de ses compatriotes en France, elle est devenue bonne à tout faire. Le bureau de placement a promu malgré eux ses patrons au rang de mécènes. Mais elle continue de s'acquitter ponctuellement de ses fonctions ancillaires. Le soir, dans sa chambre, elle retrouve son chevalet. Elle travaille à ses toiles, souvent tard dans la nuit. Le lendemain, sans aucun complexe, elle redevient bonne à tout faire. Et c'est avec la plus parfaite indifférence qu'elle passe le chiffon sur l'une de ses toiles acquises par ses patrons. Elle ne doit rien à Goya, elle n'a rien emprunté à Murillo, elle ignore tout de Velázquez. Elle peint d'instinct, avec la même application qu'elle passe l'aspirateur. Le pape, chez les Gitans, est son œuvre maîtresse. On avait déjà Rousseau, le douanier, pourquoi pas Rosario, la bonne à tout faire. Quant aux mélomanes madrilènes, ils ont eu la primeur d'un concert de musique synthétique avec le concours des plus grands maîtres. Rien pourtant n'est improvisé. Voici d'ailleurs un passage du concerto numéro 1 pour piano et brosse, donné ce soir-là en toute première audition. Enfin, un récital de piano à boules, que les profanes confondent volontiers avec le billard à cordes. M. Michel Debré, qui allait être nommé ministre de l'économie et des finances du nouveau gouvernement Georges Pompidou, assistait au titre d'ancien Premier ministre à la cérémonie qui a marqué le début officiel du nouveau septennat du général de Gaulle. Brève cérémonie dont l'essentiel a été la remise au chef de l'État par le président du Conseil constitutionnel du procès-verbal de l'élection présidentielle. Quelques heures plus tard, le général de Gaulle devait accepter la composition du nouveau gouvernement qui a mis en tête de son programme l'expansion économique. L'art de la tapisserie qui avait fleuri en France et donné au Moyen-Âge la célèbre dame à la licorne s'était épuisé à la veille de la dernière guerre. C'est à Jean Lurçat, qui vient de mourir à 74 ans, que
que revient le mérite de lui avoir redonné une étonnante jeunesse. Depuis 1938, abandonnant la peinture proprement dite, il avait consacré tout son talent à la tapisserie moderne, qui a aujourd'hui sa place dans les grands musées et les grandes collections du monde entier. Sur de grands panneaux de papier fixés au mur de son atelier, Jean Lurçat a établi les cartons de 500 tapisseries. Avant tout, il avait le souci, dans le moindre détail de ses compositions, de se plier aux nécessités des procédés utilisés par les lissiers d'antan. C'est au tisserand d'Aubusson, petite cité de la Creuse, qu'il confia ses œuvres. Là, une poignée d'hommes et de femmes les réalisèrent patiemment sur de vieux métiers ancestraux. Avec Jean Lurçat, une grande figure de l'art français contemporain disparaît, mais l'art de la tapisserie, qu'il a rénové, demeure prestigieux. « 7h20, un incendie se déclarait à la raffinerie de Faisin près de Lyon. 1 heure plus tard, une cuve explosait, c'était la catastrophe. L'une après l'autre, 4 cuves allaient sauter. Les sapeurs-pompiers, ceux de Lyon, auxquels s'étaient joints ceux de Vienne, de Givors et de Grenoble, comptaient déjà 10 des leurs sur 12 morts et 40 sur 63 brûlés. Toute la journée, la lutte fut acharnée. Au bout de 3 jours, les combattants du feu purent enfin estimer avoir eu raison du sinistre. Mais à quel prix? Devant la mairie de Faisin avait lieu dans le silence la levée des corps des victimes du feu. Le lent cortège gagnait Lyon, Vienne. Dans la chapelle ardente, il y aura sur chaque cercueil une photo et un casque. Et c'est une foule immense qui accompagna ceux qui avaient eu le redoutable courage d'affronter les premiers l'incendie et dont l'éloge funèbre n'aura comporté que 3 mots, mort au feu. Au début, c'était drôle. C'est devenu rapidement ennuyeux, puis franchement désagréable. Privés de bus et de métro depuis le 1er janvier, les New-Yorkais n'apprécient plus du tout les charmes de la promenade et l'imprévu de l'autostop. Ils trouvent que la grève illégale déclenchée par les 35 000 employés des transports en commun de la ville n'a déjà que trop duré. Pour les magasins, les restaurants, les théâtres, c'est un désastre. 100 millions de dollars par jour de manque à gagner. Ils veulent 30% d'augmentation, la semaine de 4 jours et 6 semaines de vacances. Mais John Lindsay, le nouveau maire de New York, ne veut pas céder. Une épreuve de force l'oppose à Michael Quill, le patron du syndicat des transports. Il l'a fait mettre en prison, mais une crise cardiaque leur a conduit finalement à l'hôpital. Quoi qu'il arrive, Michael Quill peut se vanter d'un assez joli succès, celui d'avoir organisé la plus belle pagaille qu'ait jamais connue la plus grande ville du monde. Ces images ont été prises quelques heures avant la mort de M. Shastri à Tashkent, où, grâce aux bons offices de M. Kosygin, le Premier ministre de l'Inde rencontrait le maréchal Ayoub Khan, président de la République du Pakistan. Les efforts soviétiques avaient tendu à faire de la conférence de Tashkent celle de la réconciliation, et la déclaration finale avait exprimé l'accord des 2 parties de ne plus avoir recours à la force pour régler leurs différends. Depuis qu'elle a entrouvert ses portes, la Chine étonne et inquiète. Là-bas, une révolution s'achève. La promotion de la femme à tous les postes, quels qu'ils soient. Ainsi, cette femme est la directrice d'une filature d'État de Shanghai. Elle était autrefois ouvrière. L'industrialisation accélérée du pays a multiplié les exemples de pareilles promotions. Celle-ci a la responsabilité d'une équipe de production. Ses efforts pour augmenter les rendements et améliorer la qualité des récoltes lui ont valu le titre de travailleuse modèle. Depuis 2 ans, elle siège au Parlement chinois. Ses interventions sont toujours très suivies. Dans les chemins de fer, tous les postes, aussi délicats, aussi pénibles soient-ils, sont ouverts aux femmes à compétences égales. La femme au foyer est une notion à peu près disparue sur l'ensemble du territoire de la République populaire chinoise.
toute la main-d'œuvre féminine doit se consacrer à des tâches d'utilité générale. Dans cette importante entreprise de culture d'algues, par exemple, le directeur est un homme, mais son adjoint est une femme qui ajoute à ses connaissances professionnelles des dispositions particulières pour le métier des armes. C'est elle qui dirige chaque jour l'entraînement de la milice locale. Et dans les concours de tir, elle triomphe de bien des hommes. Ainsi, compte tenu de l'augmentation de la population, la main-d'œuvre chinoise aura-t-elle été en 15 ans multipliée par 2. Même dans l'aviation militaire de transport, certains équipages sont exclusivement féminins. Toutes les activités ont été planifiées, toutes les forces vives mobilisées. Le gaspillage d'énergie humaine n'est plus admis dans la nation. Une nation qui comptera sans doute 1 milliard d'individus avant la fin du siècle. Le hop art, pour peu qu'on y prête attention, il faut se rendre à l'évidence, au début était le zèbre. Dès nos premiers balbutiements, nous avons fait du hop art. La géographie nous y a plongé avec ses cartes, ses Indiens du Far West et ses papous. Le pop art, mais il nous poursuit lorsque nous apprenons à conduire. Il nous attend à la caserne. Il est sur les manches, il est au sommet des mâts. Autant dire que, comme M. Jourdain faisait de la prose, nous faisons du hop art à longueur de journée, sans le savoir. Avec Vasarely, le plasticien, tout change. Il fait du hop art, mais il le sait. Prenez une loupe et vous verrez avec lui comment le carré dépasse sa destinée en devenant losange. Que maintenant Vasarely prenne un réseau de lignes et son calque en négatif, qu'il les applique l'un sur l'autre et les fasse glisser l'un par rapport à l'autre, voilà qui justifie amplement la définition qu'il a donnée des lignes, des constituants plastiques à caractère ondulatoire. Après cela, personne ne s'étonnera plus d'entrer de plein pied à la Fontaine des 4 saisons dans un hop art voulu et concerté, ni de le rencontrer dans la mode, voire dans les maquillages d'art. L'exposition 70 ans de cinéma qui se tient actuellement vient nous rappeler que c'est aux frères Auguste et Louis Lumière que l'on doit ce qui devait devenir le cinématographe. Une attraction qui fit courir tout Paris, la première en date des bandes d'actualité filmées étant la célèbre sortie des usines Lumière. L'appareil du chasseur d'images d'autrefois est devenu entre les mains de l'opérateur d'actualité d'aujourd'hui et avec le concours des moyens modernes de locomotion, une machine à écrire l'histoire. La presse filmée était à l'Élysée pour fixer sur la pellicule le premier ministère du second septennat où, à côté d'anciens comme M. André Malraux et autour de M. Georges Pompidou, Premier ministre, figure M. Michel Debré qui prend en main les affaires économiques et financières, M. Edgar Faure qui prend le portefeuille de l'agriculture, et M. Yvon Bourges qui devient secrétaire d'État à l'information. La caméra était aussi à Luxembourg, où la délégation française, conduite par M. Couve de Murville, a repris sa place au Conseil des ministres des 6. Le problème agricole, le principe du vote à la majorité et le rôle de la Commission européenne ont été au centre des discussions.
À Tachkent, porté par M. Kosygin et le maréchal Ayoub Khan, le cercueil de M. Shastri est conduit à bord d'un avion soviétique qui va le transporter à New Delhi, où tout un peuple en deuil l'escortera jusqu'au bord du Gange. Selon le rite hindou, le corps du premier ministre indien sera incinéré, comme le fut 17 mois plus tôt celui de Nehru. Mais remontons le temps comme nous le permettent les films où sont inscrites les scènes du passé, dont certaines sont exceptionnelles. Ainsi, à Washington, à la fin du siècle dernier, l'élection du président McKinley qui périra tragiquement en 1901. On voit ici à son côté Theodore Roosevelt qui lui succédera. Theodore Roosevelt, dont le cousin Franklin Delano sera lui-même plus tard président des États-Unis. Document exceptionnel encore que ce groupe, où autour de la reine Victoria, 5 générations de la famille royale d'Angleterre sont présentes. À droite, le personnage qui caresse le chien, c'est le futur Édouard VII. Derrière, le futur George V. Et au premier plan, un enfant qui sera un éphémère Édouard VIII, le futur duc de Windsor. Extraordinaire encore cette scène où le président Kruger essaye en Angleterre une mitrailleuse qu'il retournera d'ailleurs contre les Anglais pendant la guerre des Boules. L'affaire Dreyfus. Sortant de la prison où le capitaine est détenu, Madame Dreyfus est le dernier du groupe Émile Zola. C'est l'unique film de lui que l'on possède. Le pape Léon XIII, dont le pontificat a duré 25 ans. Léon XIII, auteur de l'encyclique Rerum Novarum, et qui lutte inlassablement pour la justice sociale et une meilleure condition des travailleurs. Paris 1900, les boulevards du temps des omnibus et du piéton roi, et le Moulin Rouge qui symbolise à lui seul la capitale et ses plaisirs. C'est l'époque où le cinéma présente les premières comédies filmées. Scénette à 3 personnages, dont l'inévitable belle-mère. Une époque où le sexe fort savait encore se faire respecter. La reine de ce Paris 1900, la belle Othello. Mayol à droite en compagnie de Paulin. Sarah Bernard, la grande, l'incomparable Sarah, le monstre sacré de la scène. Un document encore, le duel fameux qui opposa Pierre Frondet à Jean Richepin. D'Amérique, une trouvaille du génial Edison, la table tournante ou le self-service avant la lettre. C'est après avoir mangé à cette table que Henry Ford aura l'idée d'installer la première chaîne de montage pour automobiles. Grâce à Edison, les Ford vont passer de la construction artisanale au stade industriel. Pendant ce temps, l'histoire suit son cours. À Saint-Pétersbourg, le tsar Nicolas II, la tsarine, les grandes duchesses dont la petite Anastasia. Les caméras enregistrent les derniers fastes de cette cour dont le destin s'achèvera dans les caves de la sinistre maison Ipatiev. Elle filme aussi le Kaiser aux manœuvres, et il y a beaucoup de manœuvres. Elle filme le vieil empereur d'Autriche, François-Joseph. Jaurès à Berlin, auquel le Parti social-démocrate affirme qu'il s'opposera à la guerre. On est en juillet 14. Un mois après, c'est la guerre. On part en chantant, de part et d'autre. Les casques à pointe et les pantalons rouges. Et pendant 4 ans, on se terre. Pendant 4 ans, on s'épouille. Mais pendant 4 ans aussi, on meurt. Octobre 1917, la révolution russe fait table rase du tsarisme. Et c'est Lénine qui galvanise un peuple. C'est Trotsky et déjà présent Mikoyan. 1918, à Paris, on est tout à la victoire. Les années folles commencent. Maurice Chevalier, Mistinguett. Le cinéma devient un spectacle, avec Charlot et d'abord Max Linder. Max Linder qui fut peut-être l'inventeur du gag cinématographique. Ce sont les superproductions hollywoodiennes. Le cinéma devient une industrie.
et le fils du cheik, Rudolf Valentino, fera se pâmer les femmes. 1922, Mussolini en haute forme invente le fascisme. Cependant, à Locarno, Aristide Briand conclut avec Stresemann l'accord qui devrait faire régner la paix définitive. L'heure n'est pas aux soucis et Joséphine Baker peut danser le Charleston. Les années passent, c'est la catastrophe du Zeppelin Hindenburg, le dernier service commercial des ballons dirigeables. Le 9 octobre 1934, Louis Barthou accueille le roi Alexandre de Yougoslavie. Les opérateurs filment l'assassinat. Une ombre inquiétante se profile sur l'Europe. C'est l'Anschluss. L'Anschluss qui sera célébré dans une singulière allégresse. L'Anschluss et la suite. Et les caméras enregistreront la misère. Et le champignon atomique qui marquera le début d'une nouvelle ère. Mais le cinéma n'a pas fait que fixer l'histoire. Avec Marais, il avait déjà décomposé le mouvement. Avec Noguès, il a, en 1914, donné ce magnifique ralenti de la foulée de Jean Bouin. Puis ce fut la libellule filmée à 5000 images secondes et la crevaison d'une bulle de savon filmée à 8000 images secondes. Capable de ralentir le temps, le cinéma put l'accélérer et faire pousser les plantes ou éclore des fleurs en quelques secondes. Le docteur Commandon, qui dès 1914 pratiqua le cinéma microscopique, s'en servit pour mettre au point avec Pierre de Fontbrune la chirurgie de la cellule. Il y a quelques années, le cinéma pénétra dans le corps humain. En permettant de réaliser des radiographies en mouvement, il apporta une nouvelle précision au diagnostic. En 1935, il partait à la conquête de l'espace et permettait à Bernard Lyot de rendre visibles les protubérances solaires. C'est au cinéma que nous devons la première vision de la Terre à 1126 km. Accordons, en passant, une pensée aux petites chiennes qui ouvrirent aux hommes le chemin du cosmos. En même temps que l'homme s'y aventurait, le cinéma l'accompagnait. Et il ne fait aucun doute qu'il sera du voyage sur la Lune. Au reste, n'est-ce pas un des pionniers du cinéma qui avait imaginé l'art et la manière de se poser sur le satellite naturel de la Terre? Quant au problème du retour qui préoccupe tant la NASA, Méliès l'avait déjà résolu au début du siècle. Il était difficile de préjuger la performance qu'ils allaient accomplir, mais une chose au moins était certaine, les équipages polonais qui avaient choisi Varsovie comme point de départ du rallye de Monte-Carlo appartiennent à des familles très nombreuses. Après ces longues effusions, ils ont donc pris la route, cap au sud-ouest, pour rejoindre les concurrents qui avaient préféré Londres, Oslo, Lisbonne ou Athènes comme point kilométrique zéro de leur périple. En fait, le décor n'aura pas tellement changé, puisqu'aux neiges de Pologne auront succédé les pentes savonneuses de l'itinéraire de montagne où beaucoup d'espoirs se sont envolés. Après les ultimes épreuves et une répartition généreuse des points de pénalisation, les jeux étaient faits au retour à Monte-Carlo lorsqu'on s'avisa que certaines voitures n'étaient peut-être pas exactement conformes au règlement. Du Ralex, 10 contrevenants étaient mis hors course. Or, parmi ces 10 voitures non conformes se trouvaient précisément les 4 premières classées. Les éliminés sont furieux, les vainqueurs très ennuyés. On n'a sans doute pas fini de parler de ce rallye.
En nommant un secrétaire au logement et à l'urbanisme, le président Johnson a bouleversé les usages. Car malgré les apparences, M. Robert Weaver est considéré aux États-Unis comme un citoyen de race noire. Il y a 5 ans, John Kennedy l'avait fait entrer dans son équipe. M. Johnson l'a choisi parmi 300 candidats. À New Delhi, le Parlement indien, lui aussi, a innové en désignant une femme, Mme Indira Gandhi, comme chef du gouvernement. Collaboratrice de son père, le Pandit Nehru, pendant 25 ans, ministre de l'Information dans le cabinet de M. Shastri, elle a pu donner la mesure de son intelligence et de sa fermeté. Dans une période difficile, elle prend en main le destin de 450 millions d'Indiens. Assailli, pour ne pas dire agressé par les décibels, plongé dans une atmosphère qui atteint en certains points de certaines villes la limite de pollution admissible, l'homme de la civilisation du moteur est aujourd'hui sérieusement menacé dans son équilibre. Peut-il croire à un avenir meilleur? Ce n'est pas impossible. Écoutons l'ingénieur Grégoire. Le moteur à explosion a atteint un tel stade de perfection qu'il est très difficile à déboulonner. Mais par contre, on peut imaginer, surtout dans les villes, des voitures électriques qui ne fonctionneraient pas avec des accumulateurs, mais avec des piles à combustible. La pile à combustible est celle qui équipait la capsule Gemini et qui fournit de l'électricité par une combinaison chimique dans une pile entre un combustible qui peut être soit l'hydrogène, soit un carbure d'hydrogène, et un comburant qui, en général, est l'oxygène. On travaille beaucoup la question dans le monde. La France travaille également la question, et différentes organisations ont imaginé des piles à combustible de laboratoire qui fonctionnent actuellement. Ces piles qui peuvent résoudre tant de problèmes et qui sont le résultat des efforts du Centre national de la recherche scientifique et d'une vingtaine d'organismes différents ont été exposées à Paris. De l'alimentation d'un poste de télévision à celle d'engins de manutention capables de soulever 100 kg, leurs applications sont multiples. Pourquoi pas demain à l'automobile, puisqu'il existe déjà une pile capable d'actionner une hélice de bateau ou de mettre en rotation une roue. Il est aujourd'hui dépassé le temps où les piles à combustible se bornaient à faire fonctionner les petits trains électriques des ingénieurs. On sait ce que sont les problèmes de la circulation dans toutes les grandes villes du monde. Il est souvent encore plus difficile de trouver à se garer que de circuler. Et quand on trouve, ce n'est pas toujours en conformité avec les règlements en vigueur. Il serait intéressant d'être magicien. De même, il serait commode de ne pas laisser sa moto abandonnée au bord d'un trottoir, en la prenant avec précaution bien sûr, et en l'emportant avec soi. Mais à quoi bon rêver? Contentons-nous d'apprécier pour eux-mêmes les merveilleux modèles miniatures extrêmement fidèles que construit dans son atelier madrilène Manuel Olivet. Qu'il s'agisse des voitures du début du siècle, de la Grand Prix Bugatti ou des voitures d'aujourd'hui, la réplique est en tout point conforme à l'original. À l'échelle près, c'est à s'y tromper. L'esprit inventif de nos contemporains ne connaît plus de limites. Ce petit char d'assaut téléguidé et doté d'un émetteur et d'un micro n'est pas destiné à la guerre psychologique. Son auteur, un Suisse, avait d'autres desseins. À la chasse, il arrive souvent que le chien, descendu au fond d'un terrier pour y traquer le lapin, n'en puisse plus ressortir. Comment faire pour le tirer de là et, surtout, situer exactement sa position? Le char est alors lancé sur ses traces jusqu'au contact avec le prisonnier. Les appels, la respiration du chien, amplifiés et retransmis, sont localisés avec précision. Quelques coups de pioche suffiront pour dégager l'imprudent. Aussi incroyable que cela paraisse, 170 chiens de chasse ont été ainsi sauvés.
présentant sa collection dans les studios de Jacques Tati, Jacques Esterel avoue implicitement une certaine affinité avec l'auteur de Monsieur Hulot, car le moins qu'on puisse dire de ses créations, c'est qu'elles ne passeront pas inaperçues l'été prochain. Ainsi, le soutien-gorge à rideaux coulissant pour le bronzage intégral. Quant aux accessoires, étonner, surprendre, c'est le dessin du couturier qui envoie ses mannequins à l'abordage du conformisme en leur citant Robespierre. Votre mission essentielle est d'abord de faire tout le contraire de ce qui a été fait avant vous. Sans doute faudra-t-il se faire à ces audaces, et en particulier à ces numéros à transformation qui, par simple torsion, rallongent la robe Babydole aux dimensions d'une chemise de nuit. Il est vrai que la collection a pour thème les mobiles. La nature a luxueusement paré certaines bêtes qu'on appelle sauvages. Mais cet hiver, elles ne seront pas seules à porter leur somptueuse parure. C'est ce que laisse supposer la collection créée par Carven. Attendons-nous à une sérieuse émulation. Belle à peau d'Oslo, Oslo à peau d'Oslo. Dans le mouvement, dans la souplesse, la fourrure d'emprunt demeure aussi vivante que l'autre. L'harmonie en noir et blanc du pelage du cercopithèque, le Breitschwanz la restitue dans ce manteau. Analogie, l'aigrette telle qu'elle se porte dans la nature et telle qu'on la retrouve à Paris. Coiffure du singe Mangabey, la même, revue et corrigée. Les gestes parfois se répondent, comme la couleur. Teinte pastel d'un plumage et teinte d'un vison. Les belles auront le dernier mot, puisque ce sont elles qui font revivre les plus belles des fourrures. Mais attention aux trappeurs des Champs-Élysées.